Famille, justice, enfance. Bonjour et bienvenue sur RLP 102.3 dans Famille, justice, enfance. Aujourd'hui, un direct spécial depuis Périgueux. J'espère que vous allez tous bien. Donc aujourd'hui, je suis avec Sophie Doxa. Bonjour Sophie. Bonjour Stéphane. Bonjour, ça va? Tout se passe bien? Très bien. Très bien. Donc, Sophie, vous travaillez effectivement sur Périgueux maintenant. Je vous ai rencontré au Salon du Bien-être et j'aimerais savoir un peu plus ce que vous faites. Est-ce que vous pourriez vous présenter, s'il vous plaît, et définir l'origine de votre voix? L'origine de ma voix. Oui, de là où vous allez parler, parce qu'on va évoquer plein de sujets ensuite. On aimerait savoir qui vous êtes pour vous exprimer sur ces sujets-là. Dites-nous. D'accord. Alors, je suis psychothérapeute depuis une vingtaine d'années. Et depuis 4 ans à Périgueux, je reçois en libéral des adultes, des enfants et des adolescents. Je viens d'un grand écart, on va dire, entre la psychanalyse freudienne, ensuite l'analyse jungienne, et j'ai été formée à la PNL, à l'hypnose, à l'EMDR, et pour finir aux constellations familiales qui sont devenues un petit peu, je dirais, mon sujet le plus fort. Voilà. Donc en fait, vous êtes psychothérapeute depuis, m'avez dit, quelques dizaines d'années. Vous avez eu un parcours qui vous a amené à faire de l'accompagnement familial. C'est aussi pour cela qui était lié, on va dire, à la famille. Et puis bon, le MDR qui est quelque chose qui a été établi par un monsieur, vous m'aviez expliqué. Une dame qui s'appelle Suzanne Shapiro. Une dame Shapiro, qui est une psychologue américaine. Et les constellations familiales, en fait, qui est une manière de pratiquer, qui est de monsieur, m'avait dit, ça m'a... Bert Hellinger. Bert Hellinger, d'accord. Bon, alors, en fait, vous avez une jolie brochure, et puis, bon, là, vous êtes très humble, en fait, quand vous vous présentez, hein, vous parlez très peu de vous, hein, parce que vous vous attaquez à des choses qui sont quand même relativement complexes et compliquées, qui peuvent être assez profondes. Je crois que vous travaillez, m'avez dit, enfin, en fait, qui vient vous voir et quel genre de personnes viennent vous voir et que faites-vous avec eux? Alors, des adultes, des hommes, des femmes, des adolescents viennent me voir pour des problèmes de mal-être de tout type, je dirais, de deuil, de séparation, de dépression, beaucoup d'abus, d'inceste aussi. Et ce que je fais avec eux, je leur propose un parcours classique de psychothérapie en cabinet. Mmh. Et je leur propose également d'agrémenter ça de constellations familiales, qui sont une approche de groupe qui permet de lever des blocages en allant chercher dans le transgénérationnel ce qui peut bloquer dans leur vie actuelle. Et c'est une approche très forte à laquelle j'ai été formée par Jacques et Anya Tansé, et qui regroupe énormément de qualités thérapeutiques. Mmh. Donc vous voyez venir des gens vous voir, en fait, depuis à peu près combien de temps? Une vingtaine d'années, ça fera 20 ans l'année prochaine. Donc vous avez un aperçu, en fait, sur au moins la population qui vient vous voir de 20 ans, c'est déjà beaucoup, ça fait une certaine expérience. Vous avez une idée sur le nombre de personnes qui sont venues vous voir en consultation? Alors, plusieurs centaines, et j'ai fait un calcul pour m'amuser du nombre de constelles que j'avais fait. Je crois que je suis arrivée à 7000 constellations. Donc c'est effectivement un gros travail de fond qui a été fait auprès effectivement de beaucoup de gens. Les gens qui viennent vous voir, est-ce qu'il y a des thèmes qui ressortent souvent dans ces thèmes de la famille? Est-ce que vous avez observé vraiment, qu'est-ce qui revient le plus, en fait? Alors, je remarque, et on en a parlé, mais je remarque que depuis 3-4 ans, il existe beaucoup de ruptures entre les parents et les enfants,
peu importe l'âge des parents ou des enfants, et entre les enfants et les parents. Alors, soit c'est initié par les uns, soit c'est initié par les autres. Mais je suis assez surprise de ce qui se passe en ce moment, je trouve. Vous trouvez qu'on vit une espèce de déstructuration de la famille sur 20 ans, que peut-être les gens sont moins soudés qu'il y a 20 ans dans leur ensemble familial ? Alors, évidemment, en tant que constellatrice, je travaille beaucoup sur les secrets de famille. Oui. Et je dirais qu'une parole se libère plus facilement. Oui, il est peut-être plus facile peut-être de parler de certaines choses aujourd'hui que ça ne l'a été par le passé. Voilà, peut-être. Exactement. Oui. Et les enfants, je dirais, de 15 à 40 ans, sont plus exigeants aujourd'hui en ce qui concerne leurs parents et leur demandent plus d'authenticité, d'émotion, de vérité, de cohérence, beaucoup de cohérence, surtout chez les jeunes, je trouve. Et quand en face, les parents bloquent, ça devient compliqué. Après, évidemment, il y a des cas un peu extrêmes d'inceste ou d'attouchement ou de violence, maltraitance. Tout voilà, on appelle les violences intrafamiliales, de manière générale. Absolument. Donc, dans ces cas-là, évidemment il est important de pouvoir mettre à distance des parents toxiques. Et je crois aussi que la psychothérapie, de façon générale, enfin l'approche thérapeutique, a permis aussi aux gens de se positionner face à une loyauté familiale qui est quand même assez libératrice, il me semble. Oui, c'est pas facile d'être parent aujourd'hui. On nous demande beaucoup de choses, on n'est pas forcément préparé à cela. Il y a eu énormément d'évolutions depuis nos grands-parents, nos arrière-grands-parents, jusqu'à nous aujourd'hui. La société a beaucoup changé. Être parent, c'est pas évident. Et en plus, on est jugé, on nous demande beaucoup de choses. On attend beaucoup de nous. J'ai des enfants et j'ai aussi été mise sur le banc des accusés. C'est ça que ça commence vite, 7-8 ans, je veux aller au foot. Pourquoi ? Tu m'écoutes jamais. Ça, c'est la remise en question se fait assez rapidement. Oui, tout à fait. Mais leur exigence est belle, je trouve. Tout à fait, oui. Alors, on va quand même préciser aux gens, vous ne faites pas partie des personnes qui travaillent avec les tribunaux ou qui interviennent dans les situations chaudes. Vous intervenez auprès des gens qui viennent vous voir volontairement. Oui. Et très souvent, vous réparez les dégâts après. Oui, quand tout est beaucoup plus apaisé, quand tout est beaucoup plus calme, et que les gens sont dans une phase en fait d'introspection ou de travail sur eux-mêmes. On n'est pas dans les émotions fortes, on n'est pas dans la gestion de crise, là, pas du tout. Oui, tout à fait. Après, à travers les constellations, encore une fois, on recrée des moments de leur passé qui peuvent être très compliqués sur le plan émotionnel pour eux. Et justement, de pouvoir traverser ces crises et arriver à un autre état. Mais vous avez tout à fait raison de le signaler. Je ne suis pas ni avec les services sociaux, ni dans ces moments de crise. Oui. D'accord. Vous exercez en libéral sur Périgueux. Oui, tout à fait. Alors, vous m'aviez dit que... on va en parler. On a déjà évoqué ce sujet dans l'émission, mais peut-être pas forcément depuis plusieurs mois. Vous avez dit qu'il y a quand même beaucoup de gens qui viennent vous voir parce qu'ils doivent apprendre à vivre avec des expériences parfois de violence familiale. Vous m'avez parlé d'inceste. C'est très présent dans les gens qui viennent vous voir. C'est vraiment un truc de société que vous avez vraiment noté, vous ? Oui, alors je dirais même que dans mon entourage personnel, les gens sont assez surpris. Ils n'imaginaient pas qu'il y avait autant principalement de femmes, mais aussi des hommes qui vivaient ça. C'est un interdit. C'est un interdit civilisationnel très fort chez nous en Occident. Alors, il faut savoir, j'aime beaucoup citer cet exemple, en 83, les dossiers de l'écran, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, cette émission. Malheureusement, oui. Bon. Les dossiers de l'écran, à l'époque, avaient sorti un film sur l'inceste. C'était la première fois que ça apparaissait à la télévision. Et ensuite, il y avait des téléspectateurs qui intervenaient par téléphone. Et sont intervenus à ce moment-là des informaticiens, des médecins, des gens plutôt éduqués, des pères, qui reprochaient à la télévision de se mêler de choses qui ne regardaient personne, puisqu'ils faisaient l'amour à leur fille de 11 ans, 12 ans. Et ils préféraient qu'elle puisse être initiée avec amour et certaine connaissance du sexe plutôt que n'importe comment. Voilà, ça date de 83. Mais
on a en France, on a eu en Allemagne aussi, un mouvement qui a essayé de propager l'idée que comme les enfants devaient être sexualisés très tôt, et on a vu des articles dans Libération, dans l'Humanité, on sait que malheureusement dans certaines sphères, on ne va pas globaliser, mais il y a certaines tendances qui existent, et c'est de rester très longtemps caché. Nous, ici, on a parlé régulièrement, on a parlé de l'affaire Epstein, on a parlé d'une affaire qui se déroule en Italie actuellement, qui est assez glauque. Il y a eu quand même beaucoup de témoignages d'artistes ou de prétendus artistes. Il y a eu des problèmes en Angleterre. D'ailleurs, dès qu'on se rapproche un peu des médias, bizarrement, on constate certaines choses. Malheureusement, il y a des gens qui n'ont pas signé de contrat professionnel parce qu'ils n'ont pas voulu, tout simplement, faire certaines choses. La parole se libère aujourd'hui. Mais effectivement, ce qui est intéressant, là, sociologiquement, c'est de voir que ces gens viennent vous voir et que vous travaillez avec eux pour essayer de les aider à résoudre ce genre de traumatisme. Oui, c'est en fait... c'est très complexe, ça fait des dégâts, je dirais. Enfin, c'est ce que je dis à mes patients, c'est que je ne crois pas qu'on ne puisse réparer totalement ni un inceste, ni un abus ou un viol. En fait, c'est une cicatrice qui reste pour la vie. Parallèlement, une fois qu'on arrive à faire un travail suffisant, je dirais, qui passe pratiquement dans la chair de l'être qui a été victime, et qui passe aussi par la parole, si elle peut se libérer et pouvoir exprimer auprès de sa famille, s'il est question de la famille. Ce qui s'est passé, c'est déjà un pas absolument énorme, c'est-à-dire que la parole répare beaucoup, beaucoup de choses. La plupart de ces femmes qui arrivent, c'est surtout des femmes, elles sont souvent dans un état de dissociation très important, c'est-à-dire elles peuvent raconter ce qui leur est arrivé en n'ayant absolument aucune émotion, voire en souriant, en vous disant que c'est pas grave en fait. Alors ça, ce qu'on m'a expliqué, c'est quand on a vu le néant, c'est quand on a vu en fait des choses trop fortes, parfois on arrive à une insensibilisation qui est très dur de quitter. Oui, absolument. On m'a expliqué ça. On m'a expliqué aussi qu'un enfant, par exemple, et puis j'ai eu une compagne à une époque, j'ai détecté ça assez rapidement, ça fait un blocage, en fait, et une partie de la psyché, de la construction, s'arrête à ce moment-là. C'est-à-dire que, j'avais remarqué d'ailleurs que dans certains moments qui sont censés être privilégiés, elle se comportait comme si elle avait 12 ou 13 ans. Je me dis, mais qu'est-ce qui t'est arrivé ? C'est simplement qu'à ce moment-là, il y a eu quelque chose qui était impossible, c'était trop fort, donc elle l'a caché quelque part, et puis elle s'est arrêtée, son développement s'est arrêté à ce moment-là. Et puis, 20 ans plus tard, ou 25 ans plus tard, non, j'ai pas envie de rester coincé à 12 ans pour ma vie amoureuse et autres, donc il faut travailler. C'est ça ? On parle bien de ça ? Tout à fait. J'avais écrit un mémoire qui parlait de la tribu des débarqués. C'est-à-dire que j'avais fait une espèce d'analogie avec un bateau dans lequel il y avait des enfants qui étaient débarqués parce qu'en 24 heures, un traumatisme les débarque de leur vie d'enfant, en fait. Et du coup, ils rentrent dans quelque chose de très particulier et le trauma reste... ciblés à cet âge-là. Et encore une fois... C'est une des façons de les détecter aussi quand on les regarde. On arrive à peu près à voir à quel âge ils se situent. C'est tout à fait juste. Et alors, évidemment, je vais vous parler beaucoup des constellations familiales, parce que j'en fais beaucoup. Bien sûr. Mais on arrive à retracer l'âge, c'est-à-dire que quand un représentant représente une femme de 40 ans qui a été traumatisée à un certain âge, elle peut donner l'âge facilement du trauma, s'il y en a eu un ou plusieurs en tout cas. Le professionnel, l'expert, justement, par le langage corporel, les expressions, arrive à historiser, à dater le trauma. Ouais. Parce que souvent, quand il y en a eu un, il y en a eu d'autres avant. Mais bien sûr. Après, oui, on a tous eu différents traumas. La vie est traumatisante. D'ailleurs, on arrive très souvent à 70-80 ans, on est un peu usé. Tous, on sommes des survivants quelque part à un moment donné. Mais il y a certaines choses qui sont peut-être évitables, certaines choses qui sont plus fortes que d'autres, plus dures que d'autres. Et effectivement, c'est bien de s'en occuper. RLP. Radio libre en Périgord. Famille, justice, enfance.
Alors, dites-moi, Sophie Doxa, qui exerce à Périgueux depuis 4 ans maintenant, qui est psychothérapeute, dans quel autre environnement est-ce que vous êtes capable d'intervenir, vous, les gens n'aiment pas vous voir que pour des problèmes d'inceste ou de violence qu'ils ont eu quand ils avaient 10 ans. Il y a autre chose aussi. Il y a un très joli travail qui est la quête de sens. Oui. Et qui suis-je, où vais-je? Oui, et je sens que je suis à un tournant de ma vie, mon travail ne me plaît plus, j'ai besoin d'aider les autres, et je suis beaucoup à accompagner des thérapeutes, en fait. Et vous formez des thérapeutes, d'ailleurs. Alors, ça, oui. vous oubliez de le dire. Quand je dis que vous êtes humble, en fait, c'est que vous avez aussi votre propre formation et vous formez les gens à vos méthodes et votre façon de faire. Aux constellations familiales, oui. Et, mais j'ai pas mal de gens qui viennent me voir, qui sont ou des thérapeutes en devenir, enfin, c'est vraiment la quête de sens, et c'est un très joli travail parce que c'est, je dirais, un peu tranquilliser l'âme. Je vais peut-être un peu loin en disant ça, mais... Ou quand on a lu un petit peu Jung, il allait loin, lui. Hein, donc, j'aime beaucoup Jung. Donc allons-y, oui, voilà. J'aime beaucoup Jung. Donc voilà, c'est une façon de tranquilliser l'âme parce qu'à un moment, elle est dans une souffrance et souvent, ça démarre par un burn-out, une dépression. Et quand les gens viennent me voir pour un burn-out, une dépression, une des premières choses que je leur dis, et ça les étonne toujours, c'est que c'est une superbe nouvelle. Parce que ça veut dire que leur corps... leur a dit quelque chose et qu'il faut s'en occuper. Arrête de supporter l'insupportable. Donc c'est soit une histoire de couple qui ne fonctionne pas, qui est abusive, et que ce soit dans un sens ou dans un autre, soit une fonction dans une entreprise qui est trop lourde et qui est insupportable, en fait. Donc à un moment donné, il y a un coupe-circuit qui dit « moi, stop, j'arrête, je peux plus, en fait ». Et ça, c'est un très joli moment. Alors, très dur, très difficile à passer. Je ne suis pas du tout dans le déni de ce que peut être une dépression ou un burn-out. Comment on fait pour affronter une dépression autrement que de manière médicamenteuse? On vient consulter, on vient en parler, on vient... Le plus difficile, au départ, j'ai remarqué, parce que je suis vraiment... J'ai 2 spécialités, c'est la dépression et les abus. Mais la dépression, il faut à peu près 6 mois pour que la personne intègre qu'elle a une dépression. Qu'elle accepte l'idée, qu'elle aille... voilà. Enfin, moi, en tout cas, je mets 6 mois. Il y a peut-être des gens qui mettent moins de temps. Moi, il me faut à peu près 6 mois avec les patients que j'ai pour leur faire intégrer que oui, c'est une dépression, mais j'arrive plus à me faire en manger, en fait. Qu'est-ce qui se passe? Mais c'est normal, ça fait partie de la dépression. Mais j'ai l'impression de ne plus aimer personne. Oui, tout ça, c'est normal. Et parfois, je faisais même venir... J'ai travaillé longtemps en Normandie, où il y avait beaucoup d'artisans, et j'avais des baraques, des hommes très costauds qui arrivaient dans mon cabinet, qui pleuraient toute la journée, et leurs femmes ils n'arrivaient même plus à conduire. Leurs femmes étaient complètement désespérées en me disant « mais qu'est-ce qui se passe ?» Et du coup, je faisais venir les conjoints ou les conjointes pour expliquer que oui, il est dans cet état-là, oui, il a 3 ans et demi, oui, il arrive à peine à se faire à manger, il est dans une dépression très forte. Mais ça va passer. Il faut intégrer le fait qu'on est dans une impossibilité de tout, en fait. D'accord. D'accord. Donc il y a un petit ange qui est passé là, qui vous écoutait. Oui. Mais dans notre environnement, nous, on est confronté à ça parce que pour ceux qui connaissent l'ADN de l'émission, l'environnement d'origine, ce sont les personnes qui ont des ruptures compliquées, qui n'arrivent plus à accéder à leurs enfants, qui perdent leur travail, leur santé, leur fortune, qui s'étripent les uns les autres à coups d'avocat avec de la bonne ou de la mauvaise foi, des 2 côtés. Mais bon, c'est quand une guerre est jamais propre, hein, donc une guerre est souvent sale. Et après, il finit chez nous en disant « Comment il faut que je fasse ?» Oui, parfois, il faut savoir affronter quand on ne peut pas et qu'on se met dans un coin qu'on ne bouge plus. Il faut savoir aussi réagir et ne pas rester sans bouger. Ça peut être important. Ça peut être extrêmement important. Donc, alors, une autre question que je voulais aborder avec vous, j'aime beaucoup avoir une approche historique quand c'est possible. Est-ce qu'il y a des choses autour de vous, dans votre regard, qui ont évolué depuis 20 ans? Vous pratiquez depuis 20 ans, vous avez votre propre expérience qui est auparavant. Enfin,
Est-ce que la société, l'environnement familial, la société en elle-même, on est en France, on est en Occident, depuis que vous la regardez, depuis que vous avez envie de la regarder, même avant d'être professionnel et autres, est-ce qu'il y a des évolutions, est-ce qu'il s'est passé des choses? Alors, j'ai envie d'aller du côté des hommes, là. C'est-à-dire que ça peut être un bon signe. Moi, quand j'ai démarré, déjà, si je peux faire de la promo pour le film Barbie. Allez-y. Voilà, allez voir Barbie. Mais j'ai envie de parler des hommes parce qu'au départ, comme tous mes confrères et mes consoeurs, on avait très peu d'hommes dans nos cabinets. Très, très peu. C'est un reproche qu'on a nous aussi parfois, c'est que dans cet environnement de gestion, là, c'est très féminin. Donc on est un peu perdu parfois quand on y va. Oui. Et moi, les hommes qui arrivaient, c'était à peu près toujours le même discours qui va peut-être faire... Il y a plus d'hommes qui viennent vous voir aujourd'hui qu'avant. Ils ont moins peur de montrer leur faiblesse. Ouais. D'accord. Donc il y a une évolution de la masculinité en fait. Alors on va dire ça. On va dire que durant ces dernières dizaines d'années, 20 ans, 30 ans, il y a une évolution de la posture du masculin, en fait. Oui, absolument. Ils sont plus habitués, c'est moins délirant d'aller chez un psy, et c'est surtout, je viens parce que moi, j'ai l'impression de ne pas aller bien, alors qu'il y a 10 ans, c'était je viens parce que mes affaires sont dans l'entrée. Donc, on a évolué sur la demande. Voyez. Oui, d'accord. On est moins dans le stéréotype de la brute avec la hache qui dit on avance parce qu'on est un homme et on arrive. Effectivement, mais c'est vrai d'ailleurs. Hein, je le constate autour de moi. Hein, on voit des gens qui lisent qui s'intéressent à la petite enfance, qui s'intéressent à pourquoi est-ce que je ressens ci ou ça, qui vont lire des littératures qui étaient très féminines par le passé, mais qui s'appropriaient aussi. Mais ça, c'est un balancier en fait. Hein, c'est-à-dire que l'homme d'aujourd'hui reprend sa place en fait dans la famille telle qu'il avait peut-être eu à une époque, et que la révolution industrielle lui avait fait perdre. On avait vu ça avec Madame Castelin-Meunier, la séparation des genres, le travail à outrance, le fait de partir tôt, de rentrer tard, de rapporter l'argent, de séparer vraiment les rôles. Alors que le petit peuple, par le passé, allait ensemble avec les gamins au champ, s'en occuper tout ensemble et tout. Donc il y a peut-être une réappropriation de la posture de l'homme. Il y a peut-être aussi la civilisation qui avance. On fait des progrès, on n'est pas immobile. Je veux dire, à une époque, on corrigeait nos gosses à la ceinture, on ne le fait plus, ça nous paraîtrait délirant de le faire. Donc vous avez plus d'hommes qui viennent vous voir. Oui, absolument. Et quand les femmes arrivent à convaincre leur mari de venir en constellation familiale, ils apprécient en général beaucoup cette approche parce que c'est un endroit où ils peuvent pleurer, vraiment beaucoup. Et c'est tout de suite, le résultat est tout de suite... Parce que je trouve que les hommes ont besoin d'efficacité, peut-être plus que les femmes. Les femmes sont plus tolérantes par rapport à l'espace thérapeutique. Les hommes ont besoin de... Plus de patience, vous pensez ? Oui. Et puis un homme a besoin de résultats, je trouve. Il est plus exigeant, en tout cas, sur le besoin de résultats assez rapides. Il faut que et de façon générale, les gens ne vont plus passer, en tout cas ceux qui viennent me voir, 10 ans chez un psy. C'est l'époque, hein, on en parle souvent ici dans une autre émission. On vit une époque, on vit d'instantanéité. On a besoin de choses rapides qui... Alors, je les calme assez vite parce que je ne fais pas en 10 séances et je ne fais pas de magie. Vous n'avez pas de baguette magique. Non, je n'avez pas de baguette magique. non, mais du coup, je leur dis qu'il faut quand même se laisser un petit peu de temps parce que ce sont des hommes qui ont 50, 55, 60 ans et que depuis combien de temps ils sont dans la maturité. Là, c'est le bon moment pour commencer à vraiment regarder qu'est-ce qui s'est passé et pourquoi j'ai eu ce parcours-là, pour quelles raisons et autres. Oui, tout à fait. Et pourquoi je trimballe cette tristesse ? Pourquoi j'ai des difficultés relationnelles avec mes enfants ? Pourquoi, etc., etc. Pourquoi est-ce qu'en Occident, il y a autant de personnes dépressives et pourquoi est-ce qu'on a perdu parfois ce goût du combat qu'on trouve encore en Amérique du Sud, en Afrique, au Maghreb, dans certains pays d'Asie ? C'est culturel ? C'est quoi ? Alors, ça n'est que mon regard là-dessus, mais déjà, il faut savoir, je ne pense pas dire une bêtise en disant qu'on est le premier pays de consommateurs d'antidépresseurs au monde, avec le Liban. Et tous ces pays que vous venez de citer ont tellement de problèmes dramatiques de comment on mange, comment on va éviter les enlèvements, comment on va éviter les attaques. Non, c'est plus vrai. J'ai des amis qui vivent au Brésil, moi j'ai vécu en Asie.
le mixage fait qu'on rencontre régulièrement des gens qui viennent du Maghreb et autres. Il s'est passé beaucoup de choses. Il y a, je veux dire, l'Occident n'est plus le summum du développement au jour d'aujourd'hui. C'est pas vrai. Ok, d'accord. Non. Mais je pense que alors je suis de culture américaine. Enfin, mes enfants sont américains. Oui. Et très diverse l'américain. Il n'y a pas une américaine. Oui, c'est vrai. Il y a beaucoup d'Amérique. L'Est. D'accord. L'Est plutôt. New York, tout ça. Ouais, New York, Boston. D'accord. Et en fait... Ça a été bien à New York, ça pétillait, c'était bien, ouais. Il y avait le monde entier, il se passait plein de choses. Mais il y a, dans l'éducation française à l'école, et il y a vraiment quelque chose de l'ordre du... On ne souligne que ce qui ne va pas. Et cette éducation-là, elle est certainement française, peut-être européenne, je ne sais pas, en tout cas elle est bien française. Et c'est insupportable. Et ça ne peut donner qu'un état dépressif ou quelque chose qui ne va pas, puisque les gens passent leur temps à lutter pour essayer de briller auprès de leurs professeurs, de leurs parents. Et c'est jamais assez bien. Alors qu'aux États-Unis, vous traversez une liquidation judiciaire, on vous dit, mais bravo, tu vas avoir une expérience de plus. Il y a aussi de la compétition à l'école, avec de la sélection et autres. Donc le fait d'avoir cette... Je sais qu'en Asie, déjà dès la tendre enfance, ils sont classés avec des dixièmes de points, avec des classements et tout. Et c'est pas pour autant qu'après, ils sont traumatisés quand ils grandissent. Il y a une façon de le faire, peut-être. Ouais, là, par le coup, Joker, je ne sais pas. Joker, d'accord. Mais en tout cas, il y a quelque chose de... Je trouve profondément... Vous sentez une négativité française ? Ouais, quand je reviens des États-Unis, alors bon, après, il y a eu l'ère Trump, on ne va pas rentrer dans la politique, mais ça a quand même un peu plombé, je trouve en tout cas. Mais quand je revenais il y a 20 ans des États-Unis, j'avais l'impression d'avoir un couvercle sur la tête dans le métro à Paris. Je vous imagine même pas comme c'est vrai, ça. En tant qu'expatrié, je vous dis, on a l'impression de passer son temps à attendre des trucs ici. Ouais. Donc, voilà, il y a une petite histoire assez drôle, je ne sais pas si vous l'avez vu passer sur le net, qui est Noé qui écrit à Dieu pour dire qu'il a des grosses difficultés à monter l'arche parce qu'il y a la sécurité qui est venue et qui n'a pas donné d'accord pour les dimensions du bateau. Ensuite, il y a les pompiers qui sont arrivés pour dire que les sorties sécurité pour les animaux n'étaient pas vivable et que du coup, enfin, il a abandonné l'idée de l'arche. Et voilà, puis l'arche n'a jamais décollé. Exactement. Oui, je comprends très très bien, je suis libertarien dans l'âme, donc je comprends parfaitement. Dites-moi, dans le petit temps qui reste, là, il faut quand même qu'on aborde ce sujet parce qu'on culpabilise en permanence. Est-ce qu'on n'est pas en train de culpabiliser un peu les parents ? Je pense que Freud a beaucoup culpabilisé les parents. Alors... personnellement, en une minute, là. Je suis pas du tout freudienne, oui, même si j'ai fait une psychanalyse freudienne. Et culpabiliser les parents, oui, certainement. Et il y a tant de pays du monde où on dit tu respecteras tes parents, et si le premier réflexe qu'ils ont à 15 ans, c'est limite de leur mettre des claques, quoi. Alors, moi, ceux que j'ai dans mon cabinet ont des revendications qui sont assez justes, hein, quand même. Alors après, il faut, comme l'école devrait s'adapter à ces nouveaux enfants, il n'est pas facile, mais ces nouveaux enfants sont assez exigeants et on leur demande de pousser et de grandir dans un monde... C'est quelle génération qui fait ça ? Qui est quand même pas facile, hein. Je veux dire, je ne sais pas si vous vous souvenez de vos 15 ans, mais... Moi, j'ai connu mes grands-parents. Ma grand-mère allait chercher l'eau en bas de la rue dans la Saône, je veux dire... Oui, mais là, aujourd'hui, on vous explique... Mon père est né en 1936, il a connu l'arrivée de la radio, la télévision et tout... Bon, je me sens avantagé par rapport à lui. Hein. Certes, mais là, aujourd'hui, les jeunes de 20 ans ne sont pas très en forme quand même. Je veux dire, on leur explique qu'il va y avoir une immigration écologique, il y a peut-être une idée de guerre qui se propage. Enfin, c'est très compliqué d'être heureux à 20 ans aujourd'hui. Il faut éteindre la télévision. On est bien d'accord. Dites-moi, juste avant, dernier, parce qu'on culpabilise beaucoup les gens aussi, là, on parle beaucoup d'inceste et autres, mais là... Et les fausses accusations, comment on les gère lorsqu'elles font si mal, lorsqu'on est associé à des gens si horribles ? Comment on gère une fausse accusation ? C'est dramatique. Ça existe ? Il y en a ? Bien sûr. On dit que ça n'existe pas, mais ça existe. Si, bien sûr. Dans les divorces notamment. Bon. Sophie Doxa, on vous trouve comment ? Mon site est psychosophidoxa.com. Très bien. Merci d'être venu. Merci à vous, Stéphane.
famille, justice, enfance.